Si je vous dis Génération et Peuple solidaire, forcément vous allez faire le lien avec le président Guillaume Soro. Nous avons un invité de taille, le genre d'exclusivité dont raffolent les médias. Et cet invité, dans les médias, ses prises de parole sont rares. Vous n'avez pas dit, en tout cas ces dernières années, on ne l'a pas vu, encore moins en Europe ou encore en Afrique, mais nous l'avons vu dans nos balades, dans l'univers. Il a accepté de nous accorder cette interview exclusive. Cette interview va marquer le landerneau politique ivoirien. Je laisse mon invité se présenter et nous allons ensemble suivre le fil de cet entretien exclusif estampillé actupeople.net. Enfin, j'espère que cette interview va bien marquer le landerneau politique ivoirien, comme tu l'as si bien dit. Avant tout propos, j'aimerais donc... Je laisse mon invité se présenter et nous allons ensemble suivre le fil de cet entretien exclusif estampillé actupeople.net. Enfin, j'espère que cette interview va bien marquer le landerneau politique ivoirien, comme tu l'as si bien dit. Avant tout propos, j'aimerais donc te féliciter, toi et ton équipe d'actupeople.net qui, il faut l'avouer, vous abattez un travail ô combien colossal en termes de qualité dans le milieu du showbiz, de la politique et tout ça. J'ai suivi, je suis un abonné très assidu. Sur ma personne, il n'y a pas grand chose à dire. 1m80, c'est pas très grand, donc je suis pas un grand. Je suis Kader Diarra-Souba, avec mes crises, avec moi-même, mon ego que certains jugent souvent démesuré. Mais bon, pour mes amis qui m'ont convié à faire ce léger stop-là et faire cette interview au pif, il faut préciser que c'est avec grand plaisir, grand bonheur que je suis là pour te parler, pour parler à nos amis internautes, aux Ivoiriens qui suivent. Je dois préciser que c'est la première interview que j'accorde. Je suis actif sur Twitter, sur Facebook, mais bon, j'essaie de moins en moins de parler. Ma parole est rare, c'est vrai, mais bon, je vais t'accorder cette exclusivité. Je voudrais vraiment te dire merci. C'est moi. Sincèrement, merci. Comme tu l'as dit, c'est une interview au pif. On ne l'avait pas préparé. C'est vrai qu'on a eu quelques rares échanges téléphoniques. C'est vrai. Mais là, comme ça, accepter de nous accorder cette interview, je voudrais te dire grand merci. C'est moi. Ma première question, elle est toute simple. Comment va le président Guillaume Soro? Bon, ça va paraître comme quelque chose de coutumier de le dire, il va très très bien. Mais bon, sans jeu de mots, je confirme qu'il va bien, il va super bien. Je lis plein de choses sur les réseaux sociaux quant à où il se cache, comme si c'était un fugitif. Mais j'aimerais bien préciser à ceux qui nous suivent que faire profil bas n'a rien à voir avec être fugitif. D'autant plus que nous parlons aujourd'hui, après une interview de Jeune Afrique, disons un article de Jeune Afrique qui est sorti hier, qui faisait bien sûr référence au président Guillaume Soro, qui se trouve dans de très bonnes dispositions d'esprit. Il est en santé, il va très bien, il continue de vaquer à ses occupations. Et malheureusement, nous n'avons pas lu cet article. Lequel article disait quoi en substance? D'accord, nous sommes aujourd'hui le 29 avril. Hier, 28 avril, est donc sorti une série d'articles de Jeune Afrique qui essayait de retracer le parcours de Guillaume Soro durant ces 4 dernières années. Je rappelle que Guillaume Soro est en exil depuis 2019, un peu plus avant officieusement, mais officiellement depuis le 23 décembre 2019. Voilà, donc l'article s'est essayé avec certaines vérités, mais beaucoup d'approximations de retracer le parcours de Guillaume Soro. Donc en substance, le journaliste que je respecte pour son métier de journaliste qu'il fait a mené son enquête. Bon, il y a beaucoup de fausses pistes, il y a quelques vérités, mais en tout cas je salue son travail. Donc in fine, l'article disait que Guillaume Soro continue d'être la hantise du pouvoir d'Abidjan, et l'article précise surtout que c'est pas Guillaume Soro qui a détourné son avion.
le 23 décembre 2019, Guillaume Soro avait bien l'intention d'atterrir en Côte d'Ivoire et c'est bien le pouvoir de M. Alassane Ouattara qui l'en a tout simplement empêché. En tout cas, un très bel article que je vous invite à lire. Chacun fera son opinion sur les contre-vérités qui ont été longtemps dites sur le compte de Guillaume Soro, sur ses proches et son parti Génération et Peuple Solidaire. On va essayer de faire l'effort. Malheureusement, on aurait lu cet article, les choses auraient été très simples. Malheureusement, cette interview, elle est au pif. On n'a pas pris le temps de s'informer véritablement si cette actualité récente, qui aurait été quand même notre vue-maître pour cette interview. Mais lorsque vous parlez de certaines vérités qui ont été dites dans cette interview, vous faites allusion à quoi comme vérité dans cet article? D'accord, comme vérité, tout homme qui s'arrêtera sur la ligne et les dispositions du peuple ivoirien sera du côté de la vérité. Il se trouve que notre ligne conductrice qui ne s'ébranle pas malgré certaines difficultés que nous connaissons sur le plan logistique et tout ça, c'est que M. Alassane Ouattara a violé la constitution ivoirienne pour faire un troisième mandat inconstitutionnel et plus grave sur le corps de centaines d'Ivoiriens. Voilà, le dire, c'est pas chercher des noises à quelqu'un, c'est de retracer une vérité historique. Et quand nous le disons ainsi... Et ça, ce sont des vérités qui ont été dites dans cet article? Monsieur Alassane Ouattara, Jeune Afrique n'a pas besoin de revenir justement sur ces vérités-là. C'est des faits qui ont été vécus in vivo en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aujourd'hui sont dans la terreur. Mais là, moi, je veux qu'on s'intéresse à l'article d'abord. Après, on va parler de ce qui a emmené... Je ne pourrais pas faire le travail du journaliste. Oui, malheureusement pour moi. Voilà, je l'ai lu, j'ai eu mon appréciation. Je ne voudrais pas que mon appréciation puisse impacter l'appréciation des autres lecteurs. Je vous invite à le lire. Chacun pourra se faire son opinion. Mais par exemple, dans l'article de Jeune Afrique, je reviens encore une fois là-dessus. Quand on dit par exemple que l'avion de Guillaume Soro a été détourné, c'est une vérité que nous disions depuis belle lurette. D'aucuns nous avaient traités donc de menteurs, de diseurs de carabistouilles et tout ça. Mais il se retrouve aujourd'hui que c'est M. Alassane Ouattara qui a refusé que M. Guillaume Soro, qui rentrait dans son pays comme la Constitution le lui confère pour venir exercer son droit constitutionnel qui est de candidater pour la présidentielle de 2020. Et il en a été empêché. Et s'en sont donc suivis des actes illégaux dont l'acte majeur, c'est la violation de la Constitution. C'est de ça que je parle. Et vous dites justement que dans cet article aussi, on parle du chemin qu'il a parcouru depuis 23 ans. Il s'est essayé en tout cas. Voilà. Forcément, il a dû parler du fait que l'avion, lorsqu'il a été détourné, il a dû atterrir à Malte, je crois. Après, le président Guillaume Soro est allé en Espagne. Après, on a dit que la France a voulu qu'il quitte le territoire, qu'il est allé ensuite en Suisse. Très intéressant ce point parce que dans l'article, certains partisans de M. Alassane Ouattara se gargarisent du fait qu'avec son petit téléphone, il arrive à faire des miracles. Mais bon, j'y crois pas trop. Ce que je veux dire, c'est que l'article précise, par exemple, que M. Guillaume Soro a été désigné persona non grata en France parce qu'il a critiqué la politique africaine de l'Élysée. Voilà, donc c'est pas à cause de M. Alassane Ouattara, c'est pas pour faire plaisir à M. Alassane Ouattara. Et quand je dis ça, je veux rappeler aux partisans de M. Alassane Ouattara que bon, généralement avec la France, on n'attache pas trop bagage longtemps parce que je me rappelle du cas de Omar Bongo, Ondimba, qui était l'ancien président du Gabon, qui était l'une des pontes de la France-Afrique, mais qui au soir de sa vie n'a même pas pu obtenir un visa pour aller se soigner en France. Il faut faire attention. Quand on mène des battues contre ses compatriotes pour des raisons politiques endogènes, il faut éviter que on les exporte sur le territoire international, surtout que ceux qu'on est en train de combattre ont des décisions de justice internationale qui sont en leur faveur. C'est vrai que là, on a parlé un peu de cet article, mais vu que vous dites qu'il se porte bien, moi, pour une personne coutumière de prise de parole, lorsqu'il était au mieux de sa forme, on va dire ça comme ça, par rapport à sa participation à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, pour lui aujourd'hui qui fait des prises de parole rarement, comment est-ce qu'il vit cet état de fait? Il faut préciser que Guillaume Soro a toujours eu la parole rare. Voilà, nous étions dans un contexte d'élection avec
une opposition qui n'allait pas en rang dispersé, mais qui n'était pas très organisée sur la question fondamentale de la violation de la Constitution. Donc il fallait que Guillaume Soro monte au créneau. Je vous mets au défi, le même Jeune Afrique que j'ai cité tout à l'heure a fait des interviews pour dire par exemple que Guillaume Soro avait la parole rare. Le Monde l'a dit, RFI l'a dit. On était dans un contexte d'élection. Quand il y a des élections, on parle aux militants, on parle aux Ivoiriens. Donc, Monsieur Kader Diarasouba, excusez-moi de vous prendre un mot. Lorsque le président Guillaume Soro, avant même, je veux dire, lorsqu'il était en France, je ne sais pas si c'était dans la période post ou avant son exil, mais on l'a vu faire des conférences de presse au Bristol. Il était dans tous les médias français. Il avait des prises de parole récurrentes sur les réseaux sociaux. Il faisait des directs chaque fois où il avait même, on va dire, il promettait de faire des confidences exclusives par rapport à la rébellion, pas mal de choses. À cette période-là, il avait des prises de parole récurrentes. D'accord. À cette période également, il avait dit qu'il y a des secrets qu'il garderait dans son ventre jusque dans sa tombe. Tout à fait. D'accord. Voilà. Il y a l'homme d'État et il y a l'homme politique. Moi, je mets Guillaume Soro dans la catégorie des hommes d'État. L'homme politique, il pense tout de suite à son intérêt imminent. Vous voyez la transhumance politique que nous connaissons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça s'explique par ce fait, parce que des gens, dès lors qu'ils arrivent à connaître une petite difficulté, ils bifurquent, ils prennent des chemins qui vont contre leurs propres convictions. Ça, ce sont des hommes politiques, des politiciens. Voilà, ça devient une connotation assez négative. Mais les hommes d'État, ils pensent à la future génération. Guillaume Soro aurait abandonné, il se serait soumis aux desiderata de M. Alassane Ouattara, que nous allions l'affubler de certains qualificatifs. Mais M. Guillaume Soro a dit non. Et à propos justement, puisque l'article que vous ne l'avez pas lu, qui est un article très intéressant qui a été écrit par un journaliste du nom de M. Vincent Duyem, je vous invite à le découvrir, dit que Guillaume Soro ne veut pas entendre parler de soumission. Mais de façon philosophique, apparemment, dans son enquête, idéologique. Apparemment, dans son enquête, il a dû avoir des sources très proches du président Guillaume Soro, tout de même, non? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, parce qu'une telle assertion, pour dire, parle pas d'insoumission, il a dû avoir des personnes, en termes de sources d'information, des personnes proches du président Guillaume Soro. Non, puisque quand il cite cette partie, il dit qu'un proche, un visiteur nocturne du président Alassane Ouattara. Voilà. Ah ouais. Donc c'est pas nous. Ils ont fait leur enquête. On nous a accusé d'avoir la langue de bois. Qu'on dit très peu, en tout cas sur ceux qui ont encore contact avec Guillaume Soro, sur lui. En tout cas, c'est de bon augure. Mais c'est pour ça que nous sommes très heureux de vous voir prendre la parole, en tout cas ce soir. Et c'est, j'avoue honnêtement, c'est une exclusivité et non des moindres. On va revenir dans le sens de cette interview. Pour vous présenter, vous diriez quoi? Pour me présenter? Surtout qu'on parle du président Guillaume Soro. Alors, je suis un jeune Ivoirien qui a ses ambitions, mais qui n'a pas d'ambition démesurée. J'ai pour habitude de dire cette anecdote que j'ai une fois eu la chance de partager avec le président Guillaume Soro. Je lui disais, j'ai dit, président, j'ai l'intime conviction, parce que je vous connais, j'ai la chance de vous côtoyer, que vous allez arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire et vous allez exercer le pouvoir d'État. Pour moi, qui ai eu la chance de vous côtoyer, et les Ivoiriens que je prends à témoin peuvent le dire, Guillaume Soro n'a jamais véritablement été poursuivi pour des faits de détournement. S'il avait été, Alassane Ouattara l'aurait cloué à un croc de boucher. Voilà, donc ce sont des enquêtes. Monsieur Kader Diarasouba, par rapport à votre positionnement auprès du président Guillaume Soro, avant de parler des détournements et autres, vous êtes qui pour le président Guillaume Soro? Je suis son petit frère, je suis son fils. J'ai la chance quelquefois d'être son ami. Il m'a fait l'honneur de m'écouter quelquefois. On m'affuble du titre de conseiller, mais en tout cas je prends avec beaucoup d'honneur. Mais c'est une expérience de vie d'être avec Guillaume Soro. C'est une expérience de vie d'être au service de Guillaume Soro, qui lui-même est au service de la Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur. Donc on va dire Kader Diarasouba, proche de Guillaume Soro. Voilà. Vous préférez ça ou vous préférez conseiller en communication de Guillaume Soro? Conseiller en communication de Guillaume Soro, proche de Guillaume Soro, ça se rejoint. Ok, c'est déjà bon. En tant que conseiller en communication du président Guillaume Soro, la dernière fois où vous avez échangé, c'était quand? Non, ça je garde ça pour moi. Vous gardez ça pour vous? Voilà. Et pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Je garde ça pour moi. Ça, ce sont des choses que je garde pour moi. Je n'en dirai pas plus parce que
Je ne vais pas dire que je fais partie des rares personnes qui arrivent à échanger quelques mots avec lui. Je fais que mon travail, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose. Guillaume Soro m'a presque pris au berceau. Voilà, il a fait mes premiers pas. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai, qui m'a vraiment pris la main, qui a été là pour moi. Voilà, dans les moments où j'étais au plus bas. Je ne trouve pas, je perds mon latin en essayant de dire ce que Guillaume Soro représente pour moi. Mais en tout cas, comme vous voyez, je perds mon latin, mais je peux prendre un exemple, je peux prendre un exemple, par exemple, qui me revient. Guillaume Soro m'a dit une phrase, lorsque feu mon père, par exemple, qui s'est battu corps et âme pour le RDR à l'époque. Mon père était de ceux qui tombaient sous le charme des favoris grisonnants de Alassane Ouattara. À l'époque, les policiers visitaient presque chaque nuit notre domicile à Mans. Mais mon père a été viré de ses fonctions et après la sédentarité pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, la sédentarité, le fait qu'il reste à la maison a créé chez lui une pathologie, a accéléré une pathologie chez lui. Et quand mon père s'est retrouvé dans l'une des cliniques UP d'Abidjan, Guillaume Soro m'a dit ceci, malgré les conclusions que nous savions déjà, que même s'il fallait vendre son dernier bien pour prendre soin de mon père, il allait le faire. Ça, c'est pas tout le monde qui le dit. Voilà, c'est la première fois que je parle de ce témoignage, mais un homme qui fait ça pour vous, voilà. Vos rapports sont très profonds. Nos rapports sont très secrets. C'est-à-dire, c'est un profond océan de secrets. C'est, comme je l'ai dit, c'est mon papa, c'est mon grand frère, c'est quelqu'un, s'il m'appelle à n'importe quel moment, je me mets au garde à vous. Je vous envoie beaucoup ému de parler du président Guillaume Soro. C'est vrai que là, vous n'allez pas parler en son nom, mais comment est-ce que vous vivez cet exil? Très bien. Tous qui êtes ses proches, qui êtes, on va dire, éloignés de votre pays, la Côte d'Ivoire. Très bien, parce que la conception de l'exil, c'est pas d'être éloigné de son pays. C'est de ne pas retrouver en son pays les valeurs que ce pays incarnait par le passé. Alors, quand on voit la prévarication des deniers publics, les mœurs qui sont de plus en plus perverties, une justice qui est inféodée aux desiderata de M. Alassane Ouattara et de son clan. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je voyais la conférence de presse du ministre Kafana qui revenait sur le fait que des gens s'étaient targués, par exemple, d'aller attaquer les militants du FPI qui se rendaient, enfin, du PPACI qui se rendaient dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ils ont brûlé des cars et tout ça. Et on a un procureur pour qui j'ai beaucoup de respect qui se met au service d'un seul parti politique. Quand toutes ces valeurs-là, on ne les retrouve plus dans son pays, c'est pas qu'on vit véritablement un exil, parce que voilà, je pense que Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Donc moi j'ai une philosophie, une idéologie qui me met dans un très bon état d'esprit. Je me porte bien, mentalement surtout, et je me dis que le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité se traînant dans les escaliers a fini par arriver toujours au sommet avant. C'est une philosophie, on va me prendre pour un rêveur, mais bon, l'histoire est avec nous, les expériences antérieures sont avec nous, la vérité finit toujours par triompher. Et nous sommes sur ce chemin, nous avons toujours cette même hargne, voilà. Après, il ne faudrait pas que nous soyons considérés comme des fauteurs de troubles, voilà, comme les gens ont voulu nous coller cette image, c'est pas ça. Je lis par exemple quelque chose qui me fait rire. On dit par exemple que si Alassane Ouattara n'est pas là, il y aura la guerre. Mais pourquoi il y aura la guerre? Pourquoi après lui ce sera le chaos? C'est dire que c'est lui qui est à l'origine de tous les chaos. Voilà. Avant de développer cela, vous reprochez tellement de choses justement au président Alassane Ouattara que vous en êtes arrivé à un point de non-retour quelque part? Dans son intervention récente au Congrès, le président Alassane Ouattara a dit beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus, notamment sur la question des 1 milliard par jour que je trouve un peu abusif
comment on va financer tout ça, ça quitte tout cet argent. Parce que si on va, on demande des moratoires pour rembourser déjà les crédits qu'on prend déjà. Et si, par exemple, on va faire le pied de grue devant le FMI pour avoir un prêt de 2 milliards d'euros, par exemple, on ne prend pas crédit pour rembourser crédit. On ne va pas rentrer dans les termes économiques, en tout cas de mes petites notions que je connais. Mais M. Alassane Ouattara ne peut pas, par exemple, se dire que la Constitution est dynamique. C'est une hérésie, ça n'a pas de sens. M. Alassane Ouattara ne peut pas prendre la Constitution comme un épouvantail pour essayer de toujours freiner les opposants qui veulent accéder au pouvoir. La Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété privée, par exemple. M. Khaled Djarasouba, quand vous parlez de grief, contre la personne de M. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un que j'ai idéalisé, mal m'en a pris. Mais je suis tombé des nues, je suis d'accord. Mais comme M. Alassane Ouattara, je ne le connais pas, c'est en tant que chef d'État que je parle. On ne peut pas prendre la constitution ivoirienne comme un brouillon, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, le petit Kader, je ne suis pas d'accord qu'on prenne la constitution ivoirienne comme un brouillon. S'il faut que je le dise, autant que faire se peut, je le dirai. Mais en tout cas, nous n'allons jamais nous aligner sur cette posture qui tente à soumettre les opposants à nos propres desiderata. Et je précise ceci, on a l'impression parfois que on a des oppositions faibles. Ben non, tout pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous formulez tellement de critiques à l'endroit du pouvoir d'Abidjan que est-ce qu'il ne serait pas bien séant de trouver un point de rapprochement tout de même pour faire avancer la Côte d'Ivoire? Est-ce que le pouvoir et l'opposition sont faits pour se rapprocher sur des points? Je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir absolument, il corrompt absolument. Dites-moi, à part des personnalités politiques pour qui j'ai beaucoup de respect, qui gardent toujours le buste droit dans ce magma politique ivoirien, dites-moi, ceux qui sont rentrés, quand ils ne caressent pas le pouvoir dans le sens du poil, qu'est-ce qui se passe? Non, je le dis convoqués. Je le dis parce que vous, votre position elle est différente de tous les autres partis. On sait que le président Guillaume Soro a co-géré la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années. Il n'y a pas de co-gestion. Il a été Premier ministre du président Alassane Ouattara, il a été le président de l'Assemblée nationale avant de se soustraire lorsque les opinions n'étaient plus convergentes. Donc quelque part, au fait, au-delà de formuler toutes ces critiques, pourquoi, parce que tout à l'heure je parlais de ce point de non-retour et la conclusion qu'on en fait, c'est que vous êtes arrivé à un point de non-retour. Mais pourquoi ne pas chercher à vous rapprocher tout de même, on va dire, pour évacuer toutes ces, moi je dirais, ces incompréhensions quelque part? Personne ne peut être contre la réconciliation nationale dans la mesure où il n'existe aucun arsenal, aucune arme dans tous les arsenaux du monde entier qui soit aussi formidable que la volonté d'hommes et de femmes libres qui veulent aller à la paix. Mais quand je parle de libre, est-ce que les gens sont véritablement libres en Côte d'Ivoire? Parce que quand on partage comme des petits pains matinaux des 20 ans de prison à tout va à des opposants pour sur des crânes chauves, alors que par exemple on a des prévaricateurs de deniers publics qui... Monsieur Kader, moi je vous comprends. Non, mais a posteriori, je finis cette phrase s'il te plaît, a posteriori qui sont coupables de détournement énorme de capitaux, mais qui sont là, qui sont renommés et ensuite renommés. Mais vous parlez de quoi? Tout le monde veut la réconciliation, tout le monde veut la paix, c'est dans cet environnement qu'on veut vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je vous rappelle que Guillaume Soro tombe dans le même moule de la vendetta personnelle que M. Alassane Ouattara organise contre tous ceux qui lui disent non. Sinon, on a quand même des décisions de justice internationale qui disent par exemple qu'il fallait revenir au statut quo ante sans juger du fond de l'affaire, mais que c'était une aventure à laquelle la justice ivoirienne s'adonnait contre certains opposants. Ça, ce sont des vérités, c'est pas moi qui les invente, ce sont des faits historiques. Mais quand on a ces faits historiques-là avec soi, mieux vaut rester dans la posture qui nous les ont conférés. Voilà, c'est tout simple. Donc, quelque part, en fait, quand vous parlez, c'est dire que au-delà de tous les émissaires, et on sait, il y en a eu tellement, pour rapprocher les deux parties, le président Guillaume Soro ne serait pas prêt aujourd'hui à aller vers le président Alassane Ouattara? Est-ce que si on va dans l'élan donc de réconciliation nationale que nous tous nous souhaitons, la paix, la cohésion sociale, parce que la guerre c'est jamais bon en définitive, est-ce que M. Guillaume Soro pourra
participer par exemple aux échéances électorales de 2025. Est-ce que M. Guillaume Soro, par exemple, pourra conduire son parti politique, son mouvement politique qu'il veut voir devenir par exemple un parti politique, je parle de Génération et Peuple Solidaire. Est-ce que c'est pas la volonté matérialisée de M. Alassane Ouattara de voir M. Guillaume Soro être condamné pour l'idée d'une tentative de coup d'État, où il y a, en fait, le soupçon de l'idée d'une tentative de coup d'État, où il n'y a pas eu un seul tir? Parce que, franchement, c'est d'une chimère de croire que quelqu'un prendrait son jet privé, viendrait dans un environnement, je parle de 2019, dans un mouvement géopolitique qui n'est pas favorable à l'instabilité sous-régionale, surtout en Côte d'Ivoire. Il va prendre son jet privé, descendre en Côte d'Ivoire, faire un coup d'État contre Alassane Ouattara et se proclamer président de la République. Mais quand même, franchement, je sais que j'aime les Marvel, mais bon, la science-fiction, à un moment, il faut arrêter de l'appliquer à la réalité. Quand vous entendez parler, il n'y a pas possibilité aujourd'hui. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de possibilité. Et puis je ne parle pas au nom de... Oui, c'est ça, je l'entends bien. Voilà. Mais vu que vous prenez langue avec lui tout de même, on essaie, on fait une esquisse. C'est clair que cette interview, elle aurait été préparée, on aurait des thématiques propres. Mais là, on a l'opportunité quand même, une telle exclusivité, on ne peut pas passer outre mesure. Ça nous permet tout de même d'aborder certains sujets, certaines questions que se posent les Ivoiriens. C'est pour ça que j'insiste à dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas possibilité, vous qui prenez langue avec le président Guillaume Soro, de voir le président Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara parler? Parce que tout à l'heure, vous avez posé des postulats. Justement, par rapport au postulat posé, vous avez dit, est-ce qu'il serait président et candidat en 2025? Est-ce que ce genre de postulat, dans les échanges internes forcément qui ont lieu, est-ce que vous avez pu les poser de sorte à ce que cela soit débattu? Non, j'ai posé des postulats. Oui. Je m'attends par exemple à des réponses. Mais est-ce que dans les échanges, est-ce que dans parmi les émissaires qui sont autour de ces personnalités-là, est-ce que vous posez ces questions pour que ces questions soient débattues, pour qu'on en arrive quand même à une décrispation? Je n'ai quand même pas la prétention de dire que je participe à des hautes sphères de discussion. C'est pas cette prétention. Voilà, je suis pas prétentieux à ce point. Ce que je suis en train de dire, c'est une analyse. Je me mets un peu dans la tête des Ivoiriens. Est-ce que, par exemple, le décès de son dauphin putatif à 3 mois ou à 4 mois d'une élection présidentielle, paix à son âme, est-ce que ça crée une exception constitutionnelle pour que Alassane Ouattara soit candidat? Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec M. Emmanuel Macron sur cette question. Voilà, c'est pas parce que si Emmanuel Macron décide par exemple, et la Constitution le lui interdit, la Constitution française, d'être candidat par exemple en 2024, je sais pas, je pense que c'est 2024, les prochaines élections en France. Les dernières élections ont eu lieu en 2022, donc on va dire 4 ans après. C'est un quinquennat? C'est un quinquennat, donc c'est un quinquennat, 2027. Voilà. Enfin, est-ce que M. Emmanuel Macron, à qui la Constitution interdit par exemple de candidater pour un 3e mandat, est-ce que parce que son dauphin viendrait à mourir, je ne souhaite pas, est-ce que ça lui donnerait la latitude de se présenter pour violer la Constitution française? Mais bon, les gens ont tendance à croire que l'Afrique est un dépotoir. N'importe quelle idéologie, tant que on peut sacrifier les libertés individuelles et collectives sur l'autel des intérêts économiques, on peut venir déposer n'importe quoi chez nous. L'Afrique a changé. Moi, j'ai fait une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, par exemple. Je lui ai dit qu'il fallait, par exemple, débarrasser les relations franco-africaines de plusieurs scories. On n'était pas d'accord avec cette manière d'infantiliser, cette manière enjouée de venir tapoter la joue de certains chefs d'État africains. C'est des choses que nous, les nouvelles générations, nous n'acceptons plus. Quand on tient ce discours, on a l'impression que nous sommes des russophiles. Mais je ne suis jamais allé en Russie. Je ne parle pas russe. Voilà, mais je parle en termes de partenaires qui nous respectent. Vu que vous parlez du président Emmanuel Macron, justement, on va revenir un peu à cette déclaration du président Guillaume Soro en 2020, lorsqu'il mettait le pied dans la politique française, qu'il disait que... parce que c'est une phrase, franchement, qui était assez forte. Je précise que... non, Guillaume Soro ne mettait pas le pied dans la politique française. Parce que lorsqu'il disait Monsieur Guillaume Soro, par exemple, a eu des liens très étroits avec l'ancien président français, feu Jacques Chirac. Et il a eu la chance à plusieurs reprises de déjeuner avec lui à l'Élysée. C'était comme son filleul. Et vous me permettez tout de même, quand il disait
Et ils ont avec eux Jean-Yves Le Drian, nous avons Emmanuel Macron, par exemple, lorsqu'il disait ça. Voici une preuve pour dire, par exemple, que Guillaume Soro n'est pas francophobe. Parce que Emmanuel Macron... une telle déclaration qu'il faisait dans des circonstances devant des cyberactivistes, qui a fait le tour des réseaux sociaux, ces phrases enflammées qu'il disait en ce temps, quel commentaire vous en faites aujourd'hui, des années après? Parce qu'il n'a jamais eu le temps de répondre de cela. Parce que jusque-là, il n'a pas eu d'interview. Je ne vais pas essayer de répondre à sa place, mais de ma propre compréhension, voilà ce que je vais dire. Et je décline ça comme ça. On était dans un contexte on ne peut plus spécial. Un contexte où Alassane Ouattara a écarté des candidats. Je rappelle que M. Alassane Ouattara, l'histoire retiendra qu'il n'a eu que des victoires à la Pyrrhus en Côte d'Ivoire. 2010, il a fallu donc le soutien du RHDP qui a été porté sur les fonds baptismaux en 2004 à Paris. Il a eu donc le soutien du PDCI-RDA qu'on a dû convaincre, de l'UDPCI de l'UDPCI de Mabry Touakeus, ouais. Du MFA de Anaki Kobena, du PIT et tout ça, pour qu'il puisse arriver à la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Il y a eu le fameux appel de Daoukro. Il a tellement insisté pour l'appel de Daoukro que ça nous laisse à croire que si le PDCI candidatait par exemple en 2015, peut-être que M. Alassane Ouattara ne serait pas président de la République en ce moment-là. Une seconde victoire à la Pyrrhus. La dernière qui est la plus risible, c'est son élection entre guillemets face à Kakabe. Je respecte la personnalité, mais quand même, écarter tout le monde. Celui qui a à cœur de violer la Constitution n'a pas à cœur de perdre une élection. Donc, c'était dans un fauteuil douillet qu'il partait pour être nommé comme chef d'État en Côte d'Ivoire. Voilà, donc le dire comme ça. Pour en revenir donc au fait des déclarations péremptoires de M. Guillaume Soro à l'orée donc de l'élection présidentielle de 2020, c'était dans un contexte bien précis. Et cette déclaration montre bien que M. Guillaume Soro n'est pas francophobe. Nous sommes dans un monde globalisé. Emmanuel Macron qui accède à la magistrature suprême à 39 ans. Mais on se dit, voici une belle occasion pour en finir avec la francophonie. On a, à contrario, un ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est dans les souliers de Pasqua, qui essaie par exemple de ramener l'Afrique à cette vieille tendance du néocolonialisme de la France-Afrique à outrance, qui soutenait Alassane Ouattara dans son troisième mandat inconstitutionnel au nom d'une prétendue stabilité sous-régionale. Voilà, donc M. Emmanuel Macron, qui a eu du mal à féliciter M. Alassane Ouattara après cette forfaiture-là, parce qu'il a bien attendu longtemps. Il y a eu Alpha Condé et Alassane Ouattara. Il a attendu bien longtemps après, quand il y a eu un semblant de paix, pour faire les félicitations. Mais quand on vit ces événements politiques in vivo, on ne peut se dire que M. Emmanuel Macron n'était pas forcément d'accord. Et tout le monde le sait. Il y a eu des articles de presse qui sont sortis après pour corroborer ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais en tout cas, voilà, M. Emmanuel Macron n'était pas dans les dispositions de soutenir Alassane Ouattara forcément pour un troisième mandat. Et malheureusement... D'où le fait de dire que vous aviez Emmanuel Macron. Nous avions Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron avait laissé, somme toute, entendre donc il voulait en finir, et Antoine Glaser soutient justement mes propos. Il voulait en finir avec cette vieille politique où l'Élysée choisissait par exemple les présidents africains. Mais on le disait que le président Guillaume Soro ne comptait pas sur autre chose. Est-ce qu'il ne comptait pas sur des réseaux, par exemple, des proches du président Emmanuel Macron, comme le réseau Benalla, parce qu'on sait qu'il était très proche de Benalla aussi. Après, sur Benalla, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, des chimères. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de fantasmes qui se disent sur les relations personnelles entre des personnes. Mais M. Guillaume Soro a le droit d'avoir des relations avec qui il veut, avec qui il entend. Mais en tout cas, il a des relations actuelles encore avec des tenants du pouvoir français. Voilà, mais il a décidé... On parle aussi de ses relations aussi avec le président turc, Erdogan. Voilà, en tout cas, M. Guillaume Soro, quand
on a eu un niveau de responsabilité comme les siennes, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qui a quand même conduit des initiatives importantes sur le plan économique en Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'on a des relations. Voilà, ne devient pas Premier ministre qui se lève à 6 heures, mais bon, ça fait partie de la destinée. Donc M. Guillaume Soro a ses relations un peu partout sur le continent, Dieu merci. Voilà, ça lui permet d'évoluer, de toujours avancer, voilà. Tout. Quelle lecture vous faites de 2025 en Côte d'Ivoire? 2025, franchement, je souhaite que ce soit pacifique. Maintenant, rêver que M. Alassane Ouattara revienne à des meilleurs sentiments, c'est-à-dire il a déjà violé la Constitution. Bon, quand on viole, c'est pour aller de l'avant. Je ne pense pas qu'il puisse abandonner ses ambitions parce que... Donc vous le voyez un nouveau candidat en 2025? Je vois déjà des mouvements de soutien qui gravitent autour de lui, qui avaient utilisé le même modus operandi quelques années auparavant, qui commencent à mettre le même modus operandi. Du coup, tant qu'il sera au pouvoir, tant qu'il sera au pouvoir, le président Guillaume Soro n'envisagera pas de rentrer en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas prédire l'avenir, mais ce que je sais faire, c'est d'être pragmatique. Donc le pragmatisme nous apprend que quand on a une conviction, il faut l'assumer jusqu'au bout. Monsieur Alassane Ouattara a violé la Constitution ivoirienne, il continue de violer les libertés individuelles et fondamentales. Tant que c'est comme ça, bon, qui veut aller dans une prison à ciel ouvert, il peut négocier pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, nous, notre posture, elle est aux côtés du peuple ivoirien qui subit le martyre au quotidien, qui connaît les chantres d'une relance économique qui ne leur profite pas, qui vivent l'inflation au quotidien, qui voient que en même temps qu'on fait une petite augmentation de salaire, il y a une inflation qui les fatigue. Je veux dire par exemple, on a le salaire des Ivoiriens qui croît à un rythme géométrique, alors que leurs dépenses, leurs soucis croissent à un rythme exponentiel, c'est-à-dire doublement plus. Bon, quand on est dans ça, nous on se range du côté du peuple ivoirien, on est solidaire de leurs souffrances, et voilà, tant que nous continuerons donc de rester, le mot il va sortir maintenant, dans cette dictature, dans le terme le plus clair de son sens. Peut-être même si je peux trouver en ce moment, mettre mes idées en place pour trouver un superlatif, je le dirais. Mais en tout cas, tant qu'on restera dans cette situation, nous, on va rester du côté du peuple ivoirien, leur dire que nous sommes avec eux, nous mettons tout en place, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'une paix concertée avec eux pour que nous puissions avoir les vraies bases de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est possible, c'est pas une chimère. Il ne faut pas croire que c'est un luxe. Monsieur Alassane Ouattara serait parti en 2020, qu'il aurait été, par exemple, il serait rentré dans l'histoire, dans les annales, en tant qu'un président qui serait venu faire 2 mandats, qui aurait posé quelques bases d'un développement, là encore, entre guillemets, parce que quand un président comme M. Alassane Ouattara, qui a fait des grandes institutions comme le FMI, il faut respecter sa carrière, vient à conduire une politique qui veut que nous nous endettions de façon exponentielle pour venir construire des routes et des échangeurs. Je prends l'exemple toujours pour dire, mais attends, à quoi ça sert au final de rouler sur une belle route, prendre un bel échangeur dans une ambulance et d'arriver à l'hôpital quand on n'a pas de médicaments pour se soigner, ou que la CMU, qui est une vraie escroquerie, la couverture maladie universelle qui a été mise en place, qui ne profite à aucun Ivoirien, ne peut pas vous faire soigner à l'hôpital. Donc on aura vite fait de rouler sur une belle route, prendre un joli échangeur dans l'ambulance ou aller mourir tout doucement à l'hôpital. Ça, ce sont des réalités que les Ivoiriens vivent au quotidien. Le dire, c'est pas critiquer Alassane Ouattara. Dieu seul sait que c'est pas mon souci principal, moi en tout cas qui parle. Mais Dieu merci, j'ai encore la santé, j'ai la force de l'âge. Je me dis qu'on peut changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça nous pensons, mais pour dire, se mettre dans l'air du temps, pour aller se soumettre. Mais bon, moi en tout cas, je m'appelle Kader Diarra-Souba. C'est pas quelque chose que j'ai connu. Mon père, il ne m'a pas appris ça, et jamais je ne le ferai. Merci beaucoup, Kader Diarra-Souba. Merci pour cette interview exclusive.
On le dit encore au pif. On prend rendez-vous pour une interview formelle, certainement. On prendra rendez-vous pour une interview formelle. J'aimerais te remercier pour la latitude que tu viens de me donner. Je me permets de te tutoyer parce que tu es un ami, sinon je n'allais jamais parler. Et finir par dire ceci, puisque cette interview a gravité, j'étais pris dans les émotions lorsqu'il s'agissait de parler de M. Guillaume Soro. Voilà, que c'est quelqu'un... Voilà, et c'est un engagement formel que je prends devant les Ivoiriens. J'ai même pas besoin de le faire, mais il est toujours bon de le répéter. Je veux lui passer ce message. J'espère qu'il me pardonnera déjà d'avoir parlé dans cette interview. Il n'aime pas que je sois trop prolixe. Mais bon, c'est un engagement que je prends. Nous allons y arriver. On va se battre. On va se battre pour établir des bonnes bases de la démocratie. Moi, je me rappelle d'une anecdote que je veux citer pour terminer. J'ai beaucoup mal lorsque je vois, par exemple, quelqu'un d'aussi charismatique qui a représenté et qui continue de représenter un modèle pour des milliers de jeunes Ivoiriens, M. Charles Blé Goudé. Par exemple, je me rappelle des liens forts qui ont existé entre eux. Voilà, je me rappelle que certains s'étaient même opposés à ce que Guillaume Soro aille le voir à La Haye et tout ça. Mais nous, à une certaine période où leur libération était encore chimérique, nous étions des émissaires dans le creux de la vague qui allaient porter des messages d'espoir pour leur dire que ça va aller. Le moment n'est pas très choisi pour en parler, mais ça va aller. Telle chose arrive, il faut que ça n'arrive pas. Telle chose arrive, il faut que ça n'arrive pas. Et je pense que nous étions de ceux qui sont allés dire à M. Charles Blé Goudé la date exacte de leur libération. S'il regarde cette interview, il saura très bien de quoi je parle. Et puis, je veux lui rappeler une chose qu'il m'a dite. Entre anciens camarades de la FECI, les chiens ne se mangent pas entre eux. Voilà, c'est un message que je veux passer. J'espère que ça va trouver une oreille attentive sans aucune forme de polémique. C'est un aîné que je respecte au nom du principe du syndicalisme, au nom du principe de l'ENS. Voilà, en tout cas, il est rentré en Côte d'Ivoire. Je vois certains commentaires et je vois une crise, par exemple, naissante ou qui atteint son apogée entre lui et certains de ses anciens camarades. Je pense que le slogan de nous, les gens de la gauche, c'est de toujours s'asseoir, de s'entendre et de discuter. Ne pas surtout aller dans le sens de se planter le couteau dans le dos. Quand je dis ceci, je ne suis pas aussi fort que lui en proverbe. Mais en tout cas, je veux lui dire que nous nous en tenons toujours à ce que nous nous sommes dit et en temps opportun, nous saurons nous parler. Je lui transmets mes amitiés. Merci en tout cas, cher ami. Merci beaucoup pour cette exclusivité. Vous transmettrez nos salutations au président Guillaume Soro. Il entendra parce que je sais qu'il est assidu de actupeople.net. Voilà, il regarde. Je t'encourage, c'est vraiment bien. Je regarde toutes les interviews. On souhaite de tous nos voeux avoir cette exclusivité un jour avec lui. Tu peux passer ton message. On passe par vous. Vous allez mieux passer le message. Chers abonnés d'actupeople.net, en bientôt 4 ans que vous nous suivez, nous avons pu avoir une exclusivité, je le dis et je pèse mes mots, en tant que journaliste. C'est le genre d'information dont raffolent tous les médias. Avoir M. Kader Diarra-Souba comme invité d'actupeople.net pour cette interview exclusive. Il est proche du président Guillaume Soro, conseiller en communication du président Guillaume Soro. Il a dit biberonner aux valeurs de ce monsieur qu'il a pris par la main. Nous avons partagé des valeurs, mais bien évidemment, nous avons aussi évoqué l'actualité du président Guillaume Soro. Il a dit sur ce plateau qu'il se porte très bien, qu'il nous suit, c'est tout en honneur. Et merci à tous ces hommes politiques. Voilà, mais il faut préciser par exemple que pour ceux qui pensaient qu'il était en cavale ou qu'il était un fugitif, c'est un ministre ivoirien qui a pris une photo cachée de lui dans un aéroport international dans le salon VIP. Faire profil bas, c'est pas
Voilà, c'est pas être réfugié, c'est pas être fugitif et tout ça. Tout va très bien. Voilà, il a la parole rare, il va reprendre la parole quand il lui semblera bon. Mais en tout cas, c'est pas pour faire du flatus vocis. Ça fait plaisir. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. On veut voir tous les enfants de la Côte d'Ivoire dans leur pays, la Côte d'Ivoire. On veut les voir rassemblés et surtout développer des politiques pour le bonheur des Ivoiriens. Merci à vous dans le monde entier qui suivez actupeople.net. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, cher frère. Merci, c'est moi. Et en tout cas, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Exclusivité estampillé actupeople.net. Merci.